Je vous partage donc mon écran. Voilà, on va cacher le masquer. Voilà, la connexion, elle n'est pas terrible. Voilà, donc si vous avez des questions là, vous pouvez les mettre, pas des questions sur les cours ou des problèmes de son ou des problèmes techniques, vous m'écrivez dans le chat ou la déléguée peut m'écrire dans le chat, s'il vous plaît. Alors, on commence. Voilà, donc les goitres déjà, on va parler donc de quelques généralités. La thyroïde, c'est quoi? Donc, vous êtes sûrement sans savoir que c'est une glande déjà. Elle a une unité fonctionnelle, c'est la vésicule thyroïdienne, d'accord? Qui est dans un tissu conjonctif, pardon, où on retrouve d'autres cellules telles que les cellules, par exemple C, qui sécrètent la calcitonin. Voilà, donc la biosynthèse des hormones thyroïdiennes requiert des apports réguliers en iode, d'accord? Donc, il faut bien comprendre ça. C'est un peu de, si vous voulez, de physiologie. Donc, les besoins sont évalués à 150 mg jour, qui sont essentiellement apportés donc, chez nous avec le sel, notamment le sel de table. D'accord? Voilà. Et ils sont importants, plus importants chez la femme enceinte, parce qu'il y a une surconsommation. D'ailleurs, c'est parmi ce que font les gynécos pour les femmes enceintes qui sont en hypothyroïdie. Donc, ils supplémentent en hormones et aussi, donc, ils peuvent supplémenter en iode. Mais chez nous, comme on prend du sel, donc, ça pose pas de problème. Alors, voilà. Donc, pour ce qui est de la croissance, puisqu'on va parler donc de volume, qui dit goitre dit volume, d'accord? Quand on parle de thyroïde, c'est qu'elle est normale physiologique. Quand on parle de goitre, c'est que c'est pathologique, c'est un problème de volume. On va voir ça après. Donc, c'est la croissance de la thyroïde. Pardon, cette croissance, elle est sous la dépendance de la TSH, d'accord? Et d'autres facteurs de croissance. Donc, la disponibilité en iodure interagit avec la sensibilité à la TSH. Je m'explique. En cas de carence iodée, les cellules thyroïdiennes sont plus sensibles à la TSH et cette glande va croître un peu plus rapidement ou un peu plus qu'il en faut. D'accord? Voilà les deux petits mots. Donc, pour ce qui est de la définition, elle est purement, donc, si vous voulez, anatomique ou radiologique. Donc, c'est le volume. Le terme de goitre veut dire augmentation du volume thyroïdien. D'accord? Donc, cliniquement, lorsqu'à la palpation, donc la surface de chacun des lobes excède la dernière phalange des pouces, ça c'est la définition de après. Vous n'êtes pas sans savoir que la thyroïde a deux lobes et un isthme, le lobe gauche et le lobe droit. Quand on palpe, si elle dépasse la phalange de mon pouce, on peut parler déjà ou suspecter donc un goitre ou une augmentation du volume de la thyroïde. Voilà, voilà. Donc, on continue. Bon, j'essaie d'admettre aussi les gens qui sont les retardataires toujours. Voilà, pardon. Très bien. Donc, comme définition, une plaque qui a sauté. Donc, pardon. Voilà, donc pour ce qui est de l'échographie, évidemment, même si on est sûr et certain que c'est un goitre, on fait toujours en pratique courante une échographie cervicale. D'accord? Donc, le volume thyroïdien est évalué par rapport à la somme de chacun des lobes. D'accord? Donc, chez l'adolescent, plus de 16 donc, centimètres carrés, on parle de goitre, 18 cm3, pardon, cube chez la femme adulte et 20 chez l'homme adulte aussi. Hein, d'accord? Donc, si vous voulez bien apprendre de cours, sachez que devant tout goitre, vous devez vous poser 4 questions. Est-ce que ce goitre est congénital ou acquis? Est-ce qu'il est diffus ou localisé? Est-ce qu'avec ce goitre, donc, il y a un dysfonctionnement thyroïdien, c'est-à-dire normaux, hypo ou hyperthyroïdie? D'accord, c'est très important. Et est-ce que ce goitre est bénin ou malin? On va voir ça après. D'accord? Donc, s'il vous plaît, les 4 questions que vous vous posez pour essayer donc de juger, si vous voulez, l'évolution ou la gravité de la chose, c'est ça. Très bien. Alors, pour ce qui est de la physiopathologie, sachez qu'il y a plusieurs paramètres qui vont contribuer à cette augmentation. Un, il y a des paramètres
Docteur, on ne vous entend pas. Évidemment, la carence iodée en tête de liste donc contribue à la constitution Bonjour, docteur. simplement. On n'arrive pas à vous entendre, docteur. Si vous pouvez régler votre microphone, votre connexion. Pardon, je pense qu'on a été, je sais pas, il y a une déconnexion ou ça a sauté. Mais bon, allez, donc on va reprendre, c'est les aléas du direct, si j'ose dire. Et puis, par rapport aussi à la connexion, ben, c'est pas du tout évident. Donc, on reprend. On a dit que cette hyperplasie ou cette augmentation du volume est aussi donc sous la dépendance de plusieurs facteurs. D'accord? Notamment des facteurs nutritionnels, en tête de liste la carence iodée, ce qui fait que la thyroïde va augmenter de volume pour assurer une production, une synthèse suffisante d'hormones. Facteur génétique, vous allez remarquer que dans certaines familles, ils ont cette histoire de goitre, d'accord? Donc, cette pathologie se concentre souvent dans quelques familles, d'où l'importance des antécédents. Donc, il n'est pas sans intérêt de demander chez quelqu'un qui a un goitre, est-ce que dans la famille, ils ont cette histoire d'augmentation du volume de la thyroïde? Donc, d'autres facteurs et les facteurs hormonaux. Voilà, ce qui fait que dans le sexe ratio, il y a plus de femmes qui sont concernées que les hommes. C'est deux choses, surtout donc les œstrogènes. Ces œstrogènes donc, vont favoriser l'hyperplasie épithéliale et réduisent l'entrée d'iode dans la thyroïde. Voilà. Donc, c'est pas chez toutes les femmes, mais disons que les femmes font plus de goitre que les hommes par rapport à ça. Des grossesses surtout aussi. Donc, il y a une augmentation d'environ 10 à 20% durant la grossesse. Elle est plus importante en cas de canciodé, évidemment, voilà, avec beaucoup de goitres qui ne régressent pas après l'accouchement, donc il faut faire attention. Le tabac aussi est incriminé comme facteur favorisant, parce que dans le tabac, il y a les thiocyanate qui rentrent en compétition avec donc l'iode et qui créent cette carence. Voilà. Pour le diagnostic positif, on ne va pas chercher midi 14 heures. D'accord? Quand j'ai un patient chez lequel je suspecte un goitre, c'est soit parce que je l'ai vu, j'ai remarqué que le patient présente un enflement, disons, au niveau du cou, soit c'est parce qu'elle est carrément palpable, soit parce que donc j'ai palpé lors d'un examen systématique et que j'ai trouvé que ça dépasse donc la première phalange du pouce. Et voilà, je fais le diagnostic. En réalité, on termine toujours par une échographie qui va permettre de calculer et d'infirmer ou d'affirmer ce diagnostic. Alors, pour ce qui est de l'évaluation, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc, il faut préciser l'ancienneté. Voilà. Après, on va voir l'histoire naturelle du goitre diffus, c'est-à-dire que pour le goitre, il y a une évolution dans le temps. D'accord? Et ça change de structure et ça change de problème. On va parler de ça. Et puis, les degrés. Donc, il y a une hypertrophie simple qui est palpable et mobile, lors des mouvements de déglutition. Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle est visible à distance? D'accord? Et puis, on recherche, et c'est très, très, très important, une gêne fonctionnelle. C'est vrai que le patient a un goitre, c'est pas esthétique, mais je lui pose les questions. Est-ce que, monsieur, ça vous gêne lorsque vous mangez? Est-ce que ça vous gêne lorsque vous respirez? Est-ce que le monsieur, il a un problème de voix, une dysphonie, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que ce goitre, mis à part le fait et la taille, est-ce qu'il pose des problèmes mécaniques, d'ordre mécanique? D'accord? Voilà, je recherche aussi un dysfonctionnement thyroïdien, évidemment, parce que qui dit goitre, je devais commencer par ça, ça ne veut pas dire que ce patient a une dysthyroïdie. Il peut avoir un goitre avec une thyroïde qui fonctionne de façon normale. Et puis des adénopathies étiologiques. Alors, la biologie, évidemment, devant tout goitre, je fais la TSH. Ça, c'est indispensable.
D'accord? Donc, sa valeur normale va conforter l'impression clinique de thyroïdie. C'est une valeur accrue, donc c'est un goitre avec hypothyroïdie. C'est une valeur qui est diminuée, donc c'est un goitre avec une hyperthyroïdie. C'est aussi simple que ça. Donc, en cas d'anomalie de TSH, la mesure de T4 donc, quantifie le dysfonctionnement hormonal. En cas d'accroissement de TSH, ça justifie la détection d'auto-immunité. Donc, après, j'ai un goitre, c'est bien. J'ai fait le diagnostic, ça va, j'ai le coup d'œil. J'ai fait les hormones et j'ai trouvé que les hormones, elles sont perturbées. Là, je vais penser, qu'est-ce qui a pu causer ce goitre? D'accord? J'ai fait de l'auto-immunité, j'ai fait d'autres examens qu'on va voir après, donc pour dire quelle est, entre guillemets, l'origine de ce goitre. D'accord? Voilà. Alors, pour ce qui est d'échographie thyroïdienne, elle quantifie les dimensions, on ne va pas revenir dessus, de chaque lobe, de l'isthme. Elle précise l'aspect, déjà, est-ce qu'il est isoéchogène, est-ce qu'il est hypoéchogène, d'accord, les anomalies échographiques qui peuvent aussi orienter ou déterminer une cause X ou Y. Elle autorise une description des sites des nodules et puis elle contribue à la surveillance. La scintille, disons, n'a pas sa place dans le goitre de façon générale, sauf si la TSH est basse, donc à la recherche peut-être d'une hyperthyroïdie ou d'un goitre d'origine, donc on va voir après auto-immune. Voilà. Alors, histoire naturelle du goitre, donc du goitre simple, il faut savoir qu'il y a une évolution dans le temps. D'accord? Mais elle n'est pas toujours respectée. C'est-à-dire, je peux avoir un goitre diffus et le garder pendant 20 ans. Quand il peut évoluer vers d'autres formes qu'on va voir tout de suite. Alors, le goitre se révèle déjà vers l'adolescence. Il s'agit d'un goitre qui est diffus, avec hyperplasie homogène, donc simple, sans hétérogénéité, qui est susceptible comme je viens de dire, de régresser ou de rester stable ou éventuellement de se compliquer selon les facteurs favorisants. D'accord? Donc, lorsque le goitre se terme et très progressivement. Donc, à l'adolescence ou à 19-20 ans, comme ça, j'ai un goitre qui va évoluer doucement, qui va peut-être grossir, peut-être il va y avoir une apparition de nodules. D'accord? Mais après, c'est beaucoup plus, un âge un peu plus avancé qu'il va se compliquer. Alors, ce goitre, on va faire après une récapitulation. D'accord? Donc, ce goitre peut évoluer, donc après un certain moment, un goitre multinodulaire. Ce que vous entendez, ce terme, il est très, très fréquent en endocrinologie, d'accord? Le GMNT. Ça, c'est le GMN, goitre multinodulaire. GMNT, goitre multinodulaire toxique. On va voir la différence. Donc, le goitre, au début, il est homogène et va, au bout de quelques années, comme je l'ai déjà dit, être le siège de tumeurs. Quand on dit tumeur, ça ne veut pas dire cancer, d'accord? Tumeur, ça peut être des adénomes ou aussi ça peut être des cancers ou des pseudotumeurs qui sont des remaniements au sein de ce goitre, pardon. Cliniquement, le goitre devient multinodulaire et les lésions sont alors irréversibles. C'est comme des lésions de fibrose, comme s'il y avait des lésions qui ont cicatrisé. Après, on peut avoir une autre forme qui est le goitre multinodulaire toxique, dit communément GMNT. D'accord? Alors, ces nodules néoformés peuvent capter beaucoup d'iode et sécréter donc des hormones thyroïdiennes de façon indépendante. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas stoppés par la sécrétion de la TSH. On parle de nodules chauds ou de nodules toxiques. D'accord? Donc, qui peut évoluer évidemment quand on parle de chaud, c'est-à-dire ça évolue vers l'hyperthyroïdie évidemment. La prise exogène d'iode en grande quantité est un facteur qui favorise le passage à la toxicité. Voilà. Alors, dans l'histoire naturelle, disons la chose la plus compliquée, c'est ce goitre qui devient, compressif. D'accord? C'est quoi? C'est le volume qui va croître pendant le temps et l'acquisition de nodules qui peuvent entraîner des signes de compression locale, d'autant plus dangereux que le développement se fera en intrathoracique. Vous allez entendre parler de goitres, ce qu'on appelle des goitres plongeants, c'est-à-dire qu'il va en endothoracique. La glande thyroïde, elle est en exothoracique, d'accord? Elle est visible sur le cou.
mais il va évoluer en endothoracique, donc avec possibilité d'asphyxie par compression trachéenne. Alors, retenez ça bien. La gravité du goitre, c'est ça, c'est les signes de compression. Alors, on peut avoir une dyspnée lorsque ça inspiratoire, lorsque ça comprime la trachée, pardon. Plus rarement une dysphonie, c'est-à-dire une voix qui change par compression du nerf récurrent, une dysphagie donc par compression de l'œsophage et un développement d'un syndrome cave supérieur par compression veineuse profonde. C'est pour ça que je vous invite humblement à aller voir un peu d'anatomie et les superpositions de la glande thyroïdienne avec l'œsophage et les veines et tout. D'accord? Donc, 4 signes qui sont graves de compression, c'est la dyspnée, la dysphonie, la dysphagie et le syndrome cave supérieur. Voilà, il y a une manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Pemberton. D'accord? C'est on demande au patient de lever les bras contre les oreilles, ça entraîne un aspect cramoisi du visage. Cramoisi, c'est-à-dire rouge foncé. D'accord? Ça signe que ce goitre, il est compressif. Enfin, donc le développement d'un goitre multinodules rend très difficile le dépistage du carcinome, évidemment, quand vous avez plusieurs nodules comme ça, et un nodule qui est cancéreux, c'est délicat. Donc, il faut être attentif. Il faut peut-être faire un peu d'hormonaux et des biopsies. Voilà. Donc, il m'a semblé aussi nécessaire de vous parler de ce qu'on appelle le goitre. Je l'ai mis à part comme ça, donc dans une forme clinique. C'est quoi le goitre plongeant? C'est des goitres qui sont cervicaux à prolongement endothoracique. Malheureusement, on n'a eu que 2 semaines pour faire ce programme d'endocrino, mais je vais essayer après de vous mettre un peu d'imagerie, un peu d'iconographie, d'accord? Parce que c'est visible au téléthorax, voire même, donc, voire mieux, c'est-à-dire au scanner. Pardon, les questions, s'il vous plaît, c'est à la fin, mais je vais répondre pour ces 2 questions. S'il vous plaît, quelle est la différence entre nodule chaud et froid? Voilà, elle a répondu Tarek Zadour, c'est bien. Donc, le nodule chaud, il fixe, c'est-à-dire il y a de l'iode, c'est-à-dire il va fabriquer. Le nodule froid, il ne fixe pas. D'accord? Voilà. Et je vais répondre à la fin, mais essayez de suivre au moins le plan, comme ça, vous ne serez pas perdu. Il n'y a pas de problème. Donc, le nodule chaud, c'est le nodule qui fixe. On fait la scintille, à l'iode marqué, il va le fixer et ça signe que si ce nodule est actif. Et c'est entre guillemets une bonne chose. Quand c'est un nodule froid et qui ne fixe pas, là, il faudrait peut-être faire une cytoponction, une biopsie, parce que ça peut être malin. Voilà. On ferme la parenthèse et on revient au goitre plongeant. Cliniquement, les pôles inférieurs, quand on parle de la thyroïde, il y a de l'obénisme. Il y a aussi les pôles inférieurs. Donc, qui ne sont pas perçus à la radio théoriquement et qui décèlent une opacité, donc élargie supérieure. D'accord? Si je fais un téléthorax de bonne qualité, numérisé, je vais voir qu'il y a un élargissement du médiastin antéro-supérieur qui apprécie une éventuelle déviation après de la trachée ou réduction de son calibre. Voilà, donc l'exploration de la TDM thoracique sans injection d'iode, évidemment, parce que réfléchissez toujours, iode, si on met beaucoup, on va déclencher donc une hyperthyroïdie, peut-être une thyrotoxicose. Ou évidemment de la résonance magnétique, donc l'IRM, visualisant donc les goitres et ses limites. Le diagnostic sur le plan radiologique, il est simple, hein, d'accord? Alors, voilà, on va finir donc, disons, cette petite description des goitres avec des traitements. Alors, j'ai un goitre, qu'est-ce que je fais? C'est ça la question que tout le monde va se poser, que le patient il va se poser. C'est vrai, quand il est compressif, c'est urgent, mais quand il n'est pas compressif, il vous dit, monsieur, voilà, moi j'ai un goitre, ou madame, j'ai un goitre, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il y a plusieurs traitements, entre autres, toujours la prévention, d'accord? Comme on le dit souvent, mais on l'applique rarement. Donc, la prévention de la population par l'iodation du sel, c'est ce qui se fait chez nous. Donc, se fera bientôt par prescription de comprimés en cas de déficit, et surtout chez les femmes enceintes. Donc, il faut rechercher ces patients qui ont un déficit en iode et les supplémenter pour éviter déjà la formation de ce goitre. Voilà, ça va permettre très probablement, ou ça permet de réduire considérablement l'incidence du goitre. S'il vous plaît, éteignez vos micros parce qu'il y a un bruit de fond qui est vraiment désagréable.
Voilà, très bien. Très bien. Voilà, merci. Alors, la durée du traitement, pardon, on a sauté, il me semble. Après, le deuxième traitement, c'est les inhibiteurs de la croissance de la thyroïde. D'accord? Donc, il y a les cellules qui sont, il y a une hyperplasie due donc, aux oestrogènes, mais surtout donc, à la TSH, on va essayer de donner à ce patient un traitement freinateur de la TSH, de la lévothyroxine ou du lévothyrox LT4 ou de l'iodure du potassium ou l'association des deux. Idéalement, donc, la thérapeutique normalise, dans un monde idéal et parfait, le volume thyroïdien, parfois complètement, mais ce n'est pas toujours le cas, sincèrement. Et la thérapeutique est éventuellement maintenue pour réduire le risque évolutif. Parce que, comme on avait dit tout à l'heure, dans l'histoire naturelle, entre guillemets, ça peut évoluer vers un multinodulaire, un GMN ou un GMNT, qui peut cacher après une pathologie grave, notamment donc maligne. Voilà, donc la durée de traitement n'est pas codifiée. Le traitement freinateur au long cours peut être source d'arythmie cardiaque et d'ostéopénie. Sachez que donc, la prise prolongée des hormones thyroïdiennes n'est pas dénuée de tout risque. D'accord? Si on a besoin d'hormones, c'est bien, mais si on donne un peu plus, ça peut donc engager des troubles du rythme et de l'ostéoporose carrément par de l'ostéopénie. Alors, le traitement freinateur, au stade multinodulaire, là, sincèrement, ils ont peu, disons, ou pas d'intérêt, d'accord? Parce qu'ils ne sont pas actifs, ils sont mal tolérés. Et le nodule, c'est bon, il a pris, il fabrique tout seul donc des hormones, ce n'est pas la peine d'en donner ou d'en mettre beaucoup. La surveillance doit être évidemment organisée pour dépister plutôt les complications qui feront envisager un traitement radical. Quand on parle de traitement radical, c'est la chirurgie, d'accord? Voilà, la thyroïde, je ne sais pas où ça avait fait, mais sûrement oui, le traitement de la physiologie, c'est le moteur du corps, d'accord? Les hormones thyroïdiennes, c'est le moteur du corps. On a besoin de cette FT4 et de cette FT3 pour se réveiller le matin et pour faire tout le reste, hein, pour activer le cœur, les poumons et tout le reste. Donc, c'est un organe qui reste aussi indispensable que d'autres, hein. Même si dans le cas où il y a des cancers ou des maladies graves, on peut l'ablater et remplacer, mais les hormones, elles sont très importantes. D'accord. Alors, les traitements radicaux, donc on constate de complications. Évidemment, si j'ai un patient qui fait une compression, qui respire mal ou qui a du mal à avaler, là, je dois intervenir, hein, d'accord. Ou c'est un patient qui a des complications ou qui a un GMNT ou un goitre plongeant compressif, on peut opter pour la chirurgie ou pour l'iode radioactif, ce qu'on appelle l'irathérapie. Je vous invite à aller voir ça après. L'irathérapie, c'est quoi? C'est de mettre de l'iode radioactif sur la thyroïde pour diminuer, donc pour traiter carrément. D'accord? Ça se fait en général dans les centres d'oncologie. À Alger, ça se fait surtout donc au CPMC. Voilà, donc c'est un iode marqué, c'est un isotope. C'est comme, entre guillemets, de la chimiothérapie, si vous voulez, qu'on place sur la thyroïde qui va donc réduire sa taille et puis traiter ce problème. Alors, je reviens sur ma plaque de tout à l'heure. Chose promise, chose dite, donc chose faite plutôt. Voilà, donc si on fait schématiquement l'histoire naturelle, c'est ça. D'accord? C'est à l'adolescence, tu as un goitre qui est homogène. Après, il peut être donc multinodénal asymptomatique ou symptomatique. Et puis, il peut se compliquer, soit par une néoplasie ou par une compression. Les traitements en général, quand il est homogène, il n'y a pas de nodule, on peut donner donc de l'hormonothérapie, c'est-à-dire les traitements freinateurs ou de l'iodothérapie. S'il est multinodulaire, pardon, c'est peu efficace. Donc, je ne dirais pas que ça ne sert à rien, mais c'est vraiment très, très peu efficace. Donc, on surveille et puis on fait des bilans, on fait des échographies. Si ce goitre, il est donc multinodulaire et toxique, c'est-à-dire il est symptomatique, là, je dois opérer par une ou trois quarts, ça dépendra des chirurgiens. Et si le sujet est âgé, bon, si c'est compliqué, on va faire de l'IRA-thérapie. Voilà. Donc, sachez que, on va voir après ça, c'est pour ça que j'ai commencé par ce cours, parce qu'il y a d'autres pathologies donc, qui peuvent donner un goitre ou une augmentation du volume de la thyroïde, notamment la maladie de Basedow. Je pense
Je ne vais pas m'étaler dessus parce que vous avez fait le cours ou vous allez le faire. Et puis, il y a les thyroïdites qu'on va entamer tout à l'heure, qui est un cours très, très passionnant. D'accord? Et donc, qui va intéresser tout le monde parce que ça se passe en ambulatoire surtout et à l'hôpital. Notamment donc, la thyroïde d'Hashimoto, qui est la forme hypertrophique des thyroïdites chroniques. Donc, la forme d'Hashimoto peut passer un certain moment par une forme hypertrophique. D'accord? Il y a aussi les autres thyroïdites, notamment les thyroïdites silencieuses d'origine auto-immune, postpartum, ou les thyroïdites subaiguës, comme celle de Kervin, réactionnelles donc, aux maladies virales, qui peuvent aussi donc, donner une augmentation et un goitre. Rarement, chez l'adulte, le goitre est la conséquence d'un trouble de l'hormonosynthèse en relation avec de diverses molécules. D'accord, c'est très très rare. Ça concerne surtout les goitres donc, qui sont congénitaux. Donc, difficiles. Des halogénases en pandérine ou en thyroglobuline. Et je finirai donc par que le goitre donc, s'observe donc de TSH, évidemment lié donc aux problèmes centraux, d'accord, aux adénomes thyréotropes, aux résistances aux hormones thyroïdiennes. Donc, si on veut résumer ou conclure, des messages donc, que vous devez retenir, que déjà le goitre, comme définition, c'est une augmentation du volume, d'accord, due donc à une hyperplasie nodulaire. Qui dit goitre ne dit pas cancer, d'accord. Et puis, dans le goitre, il faut toujours se poser les 4 questions. Est-ce qu'il est donc congénital ou est-ce qu'il est acquis? Et rechercher la cause de comment il a donc qu'on a abouti à ça. Est-ce que ce goitre s'accompagne d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie? Est-ce que ce goitre est compliqué et c'est une urgence? D'accord. Voilà, c'est en réalité des questions que je dois poser devant un goitre. Donc après, c'est une idée reçue. Quand je dis goitre, ça ne veut pas dire hypo, hyper. D'accord, retenez ça bien parce que les gens, quand on parle de goitre, ça veut dire hypo. Non, on peut avoir un goitre avec une thyroïdie. Pour ce qui est des traitements, vous allez voir même après dans les thyroïdites, donc le traitement va dépendre aussi donc, de l'état hormonal. Si j'ai une hypo, je traite. Si j'ai une hyper, je traite. S'il comprime, je traite chirurgicalement ou je mets l'irathérapie. Voilà. Il y a autre cause des goitres, donc, qui sont les thyroïdites, qu'on va voir juste après, je pense, dans 5 minutes ou dans 10 minutes. D'accord? Qui peuvent aussi expliquer cette augmentation du volume du goitre. Donc, ce que je vous conseille, quand vous avez ou vous suspectez, déjà, il faut examiner les patients, d'accord? Pour ça, à chaque fois, vous palpez vous-même ou vos collègues ou à l'hôpital les thyroïdes. D'accord, il ne faut pas le payer, c'est très simple et c'est accessible. Donc, le coup, il coule en extension devant ou derrière le patient et vous essayez de rechercher ces augmentations du volume. Et si c'est le cas, on fait une échographie, on fait une TSH et on commence donc l'exploration. Voilà, donc pour ce cours qui est très didactique et simple, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on va patienter 5 minutes. Si vous avez des questions, oui, et il faut les poser, donc il reste 5 minutes, il n'y a pas de problème. Et on va passer donc au deuxième cours. Alors, docteur, quelle est l'histoire? Bon, je connais l'histoire de l'Algérie et l'histoire du goitre, mais l'histoire du goitre endémique en Algérie, sincèrement, alors, l'histoire du goitre endémique en Algérie, il y a beaucoup, surtout dans la région en réalité, dans la région de la Kabylie. Il y a beaucoup de goitres de façon, donc des familiaux, voilà. Mais sinon, d'accord. Donc, je n'ai pas très bien compris la question ou le but de cette question, mais je sais que dans la région de Kabylie, il y a beaucoup donc, de goitres endémiques, d'accord. Et puis, le reste, on les prend en charge. Alors, je n'ai pas compris comment on peut avoir un goitre. Alors, je vais vous expliquer. Pour le goitre avec euthyroïdie. Alors, on a le cas le plus simple, un déficit en, en iode. D'accord? La glande, qu'est-ce qu'elle va faire? Sensibilité des cellules qu'on a fait début, c'est la cellule thyroïdienne. D'accord? Le follicule, elle devient plus accrue à la TSH. Donc, la TSH va stimuler cette cellule qui va grossir. Donc, une cellule
Alors, il faut multiplier ça par toutes les cellules, on aura un goitre. Cette cellule va garder sa fonction. Elle va sécréter de façon normale les hormones. Donc, on aura un goitre, c'est-à-dire une augmentation du volume, avec une sécrétion normale. D'accord? Mais cette sécrétion, évidemment, qui peut évoluer dans le temps. Alors, on sous-entend beaucoup que le goitre égale hyperthyroïdie. C'est vrai, normalement, c'est faux. Oui, évidemment. Là, c'est faux. Donne-nous la donnée. Nous, la physiopathologie, la physio du goitre avec du goitre avec hypothyroïdie, euthyroïdie. Alors, voilà. S'il vous plaît, de quelle est la dose de THS pour laquelle on arrête le traitement prénatal? Là, c'est des questions. Alors, on va déjà répondre à la première question. Il reste 3 minutes. Alors, on va revenir ici à la première plaque. Voilà, pour les goitres, je pense que le message n'est pas très, très bien passé ici. Alors, avec thyroïdie, voilà. Alors, je vais vous répondre comme ça de façon très, très didactique. Donc, pour ce qui est de l'euthyroïdie, on a parlé déjà de ça. Quand le mécanisme, il est compensé, c'est-à-dire l'augmentation du volume avec l'augmentation donc des hormones, ça va équilibrer ce déficit en iode. Pour l'hyperthyroïdie, évidemment, c'est très simple. Alors, quand tu as un goitre qui évolue après quelques années vers un goitre nodulaire toxique, d'accord, toxique, c'est-à-dire il y aura comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça, comme des nodules, ces nodules vont absorber de façon accrue l'iode, d'accord. Et l'iode fait partie donc du cercle, ou si vous voulez, de la production des hormones. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut revenir toujours vers la physiologie. Donc, ce nodule va absorber beaucoup d'iode et va produire beaucoup d'hormones. Alors, on va faire la scintille, on va le trouver hyperfixant et ça va être un nodule toxique qui sécrète donc beaucoup d'hormones, qui fera de ce goitre un goitre avec hyperthyroïdie. Pour les hypothyroïdies, évidemment, c'est la dégénérescence. Donc, l'inflammation prend le dessus sur la production et la glande a beau augmenter, mais elle va tomber en déficit. Voilà. Alors, GMN, est-ce que le GMN chaud égale GMNT? Oui, bon, GMNT, c'est une abréviation bon, qu'il ne faut pas utiliser, mais couramment, on l'utilise parce que il est lent. D'accord. Donc, quand on parle de toxique, c'est chaud. D'accord. L'expression chaud, elle est entre guillemets scintigraphique. D'accord. On fait toujours une scintille quand il y a beaucoup d'hormones pour voir est-ce que c'est diffus, comme dans le cas du base d'eau, est-ce que c'est un seul nodule, d'accord, qui sécrète. Alors, quelle est la dose? La TSH ne devrait pas dépasser 5, mais comme je vous ai dit, ce traitement, quand vous donnez un traitement médical pour réduire le volume, on va répondre à AM. Je ne sais pas c'est qui AM. Donc, elle ne doit pas être supérieure à 5. Nous, on va donner un traitement frénateur, sincèrement. C'est délicat, d'accord? Ils font une surveillance qui est très, très étroite. Il ne faut pas descendre au-dessus des normales, hein, d'accord? Donc, après, ça dépend. Si tu as une femme enceinte, tu vas supplémenter un peu plus. Si tu as une thyroïdite, donc tu essaies de viser la limite inférieure, d'accord, c'est pas évident, mais pour répondre de façon un peu donc pragmatique, il faut rester dans les normes, peut-être entre 0,5 et 4, ça dépendra des labos. Voilà. Donc, il reste 1 minute. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire ou après la déléguée. Elle peut me les envoyer par email demain ou après-demain, quand vous voulez, on va répondre, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on fait une petite pause de 5 minutes